Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à cette émission L'invité de la semaine. L'invité de la semaine reçoit pour vous aujourd'hui M. Bahouri. Je rappelle, il est ancien ministre de la Réconciliation nationale et actuel président du parti UDRG. Entendez, Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée. Oui ou non, Monsieur le Président? C'est bien ça, oui. D'accord. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Guinée Buzz. Merci, c'est partagé. D'accord. Vous êtes bien habillé, Monsieur le Président. Merci beaucoup. D'accord. Pour commencer cette émission, pourquoi vous êtes lancé dans la politique? Bon, je pense que par rapport à la politique, je suis tombé dedans très jeune. Ce n'est pas par un désir particulier de pouvoir, mais c'était beaucoup plus par une reconnaissance et une révolte contre la situation qui prévalait contre les citoyens guinéens. Et donc j'ai vécu dans une ambiance où les Guinéens étaient enfermés et leur pays était considéré comme une citadelle. Et ça a marqué mon enfance et ça a donné un tournant et un sens à ma vie. Et donc je me suis senti concerné par rapport à tout ce qui pouvait se passer. D'abord en ce qui concerne la Guinée et par la suite en ce qui concerne le monde de manière générale. Donc vous êtes révolutionnaire. Bon, le terme révolutionnaire, vous savez que c'est un terme qui est galvaudé. Mais fondamentalement, par rapport à ce qui prévaut dans notre pays et surtout dans le continent africain, j'estime que c'est une situation injuste et que ça mérite d'être changé en profondeur. Si c'est ça être révolutionnaire, je le suis. À date, est-ce que vous continuez à exercer la fonction de vice-président de l'UFDG? Oh, vous savez que ça, c'est une histoire ancienne. Donc la page de ce côté-là est tournée. Pourquoi? Parce que c'était une nécessité et le contexte avait été tel que je ne pouvais pas passer mon temps à me battre comme Don Quichotte contre le vent par rapport à une situation qui n'allait que me retarder. Donc j'ai préféré tourner la page et aller avec d'autres compagnons créer ce qui est aujourd'hui l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée. Je ne regrette rien. Est-ce que vous êtes dessus de l'UFDG, de la gestion et ainsi de suite? Bon, je considère que c'est une étape de ma vie, c'est une étape où j'ai beaucoup appris, en bien ou en mal, où l'expérience a été très enrichissante, qu'elle soit douloureuse ou heureuse, mais ça fait partie de mon existence et ça fait partie aussi des épreuves de la vie. Et on continue à suivre son chemin. Donc je ne regrette rien, ça fait partie de l'existence. On vous a contraint de sortir et de quitter de ce parti? Je n'ai pas décidé de quitter, j'ai trouvé que c'était la solution qui s'imposait pour ne pas avoir l'air de se cramponner à une situation qui n'allait pas prospérer dans le temps. Il y a des antagonismes, il y a des différences de point de vue qui étaient devenues irréconciliables. Donc il fallait tirer de manière claire et nette la conclusion et envisager un autre tournant. Et ce tournant est déjà largement entamé. D'accord. Est-ce que c'est à cause des leçons que vous avez tirées lors de votre exil hors de la Guinée? Vous pensez que vous n'avez pas été soutenu par l'UFDG? Au-delà du soutien, il y avait déjà des différences de vision, des différences de perception, des méthodologies qui n'étaient pas les mêmes, la conception du parti qui était différente, et puis, comment on appelle ça, le projet de société qui nous animait n'était pas partagé par les uns et par les autres. Donc, tout cela était fait avant même que je ne sois en exil. Et l'exil n'a fait que renforcer des sentiments qui étaient diffus au début, mais qui par la suite se sont concrétisés en une conviction, en une réalité qui ne présentait plus aucun doute.
Et donc, il fallait tirer la conclusion. Est-ce qu'on ne vous a pas considéré comme étant un espion du pouvoir? Oh, vous savez, j'ai tellement entendu des choses que je préfère ne plus rien dire de ce côté-là, parce que très souvent, il y a certaines catégories de personnes, si vous n'êtes pas contre eux, c'est que vous êtes avec le diable. Bien, c'est leur façon de voir, une vision manichéenne qui ne peut rien produire et qui risque d'être quelque chose qui risque d'être dépassé. D'accord. Aujourd'hui, quelles leçons tirez-vous c'est-à-dire quel regard portez-vous sur le fonctionnement de ce parti actuellement depuis votre départ, qui est aujourd'hui confronté à de nombreux problèmes? Non, je considère cela ne m'intéresse plus, ne me concerne plus. C'est leur problème, mais je considère que l'espace politique guinéen mérite d'être profondément rénové. Nous avons pratiquement près de 30 années de multipartisme. L'expérience n'est pas du tout concluante sur certains aspects. Et au bout d'une génération de vie, il faut tirer les leçons et changer et progresser. Et donc, que ce soit les partis politiques tels qu'ils fonctionnent dans leur majorité à l'heure actuelle dans notre pays, que ce soit la gestion du processus politique tel qu'il est, que ce soit les institutions, CENI, la pratique gouvernementale de la politique, tout cela mérite d'être profondément changé, rénové, parce que ne correspondant plus à l'attente et aux besoins de la grande majorité de la population. Après le parti unique, la mentalité qui a dominé, c'était beaucoup plus projeter l'esprit du parti unique au niveau des partis, et cela, 30 ans après, avec l'explosion de ces réseaux sociaux, de cette communication qui est devenue multidimensionnelle et très variée, il n'y a plus de l'exclusivité de monopole de l'information. Il va nécessairement que le débat politique, l'organisation des partis, la mentalité doit, de ce point de vue, impacter les organisations politiques en tant que telles. Malheureusement, tous ceux qui ne s'adapteront pas à l'ère du temps vont disparaître. Est-ce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, vous regrettez de votre départ de l'UFDJ? Je ne regrette rien, ça fait partie de ma vie et de mon expérience. Je considère cela comme une étape importante où j'ai beaucoup appris, où j'ai beaucoup retenu certaines leçons, et je tire profit de cela pour faire mieux et de manière beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus précis, ce que je suis en train de faire maintenant. Monsieur le Président, que s'est-il passé avant de vous retrouver à la tête de l'UDRG, qui est actuellement votre parti? Bien avant cela, vous étiez dirigeant d'un autre parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, il y a eu, vous savez, j'avais tenu, après la décision de la Cour d'appel de Conakry de me donner raison par rapport à la plainte concernant le dossier civil concernant l'UFDG, j'ai tendu la main et cette main a été rejetée. Donc j'ai tourné la page. Bon, j'ai eu de ce point de vue j'ai voulu, par la démarche politique qu'on allait faire par la suite, montrer que nous ne sommes pas dans une dynamique ethnostratégique, que nous sommes dans une autre dimension, dans une autre façon de voir. Et c'est ça qui nous avait poussé à dire qu'on va essayer de voir parmi nos connaissances, de rechercher une formation politique qui était agréée, issue, conçue par des compatriotes de la Guinée forestière. C'est comme ça que nous sommes entendu avec M. Jean Bien-Aimé Haba par rapport à l'UDD. Mais par la suite, il s'est avéré très rapidement que l'état d'esprit, la mentalité, la façon de voir les choses ne pouvaient pas nous permettre d'aller longtemps ensemble. Nous avons tiré très rapidement la conclusion et nous nous sommes évertués à aller dans un sens beaucoup plus structuré juridiquement et organisationnellement. Et c'est ça qui nous a permis, avec la fusion de deux partis politiques agréés,
de créer l'UDRG. D'accord. Est-ce que l'ancien parti, c'est-à-dire l'avant-dernier parti que vous avez présidé, est-ce que vous ont pas accusé, je parle des membres, ne vous ont pas accusé de mauvaise gestion? Oh non, pas du tout. Incompatibilité d'humeur. Certains d'entre eux ne voulaient pas que nous soyons des FNDC. D'autres, ils voulaient que nous participions aux élections législatives. D'accord. Non, notre façon de voir les choses et notre regard sur la situation politique. Monsieur Ba, je crois bien, le président d'un parti est toujours derrière ses membres. C'est la majorité qui domine dans les décisions. Non, ça dépend. Ah ouais. Si la décision est globalement bonne, il n'y a pas de problème. Si la décision est globalement mauvaise, il faut faire preuve de leadership. Le leadership ne veut pas dire être à la remorque du plus grand nombre. Le leadership veut dire que dans des conditions particulières, par rapport à l'intérêt du pays, parfois vous pouvez être minoritaire et être dans le vrai, être dans la bonne direction. Et là, ça prouve que ce que nous avions fait, malgré, disons, je ne parle pas de ce fait-là, je parle de d'autres faits. Tout ce que nous avons fait, si tout au début certains étaient réticents, par la suite ils se sont rendus compte que nous avions raison. Et s'ils nous avaient suivis, peut-être qu'ils ne seraient pas dans des situations d'impasse comme ils le sont actuellement. D'accord, Monsieur le Président. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de la situation sociopolitique depuis la dernière présidentielle? J'avais dit avant la présidentielle que la présidentielle du 18 octobre va être un tournant majeur dans l'histoire politique de la Guinée de ces 60 dernières années. Et je ne me suis pas trompé parce que avant le 18 octobre et après le 18 octobre, le paysage politique est complètement chamboulé. Parce qu'en fin de compte, l'élection, historiquement, la période du 18 octobre, je ne dis pas que c'est lié exactement à la date, mais ce sont des faits qui montrent que nous avons atteint la fin d'un cycle. Oui. Et nous sommes en train de démarrer un autre cycle. Oui. Et ceux qui ont été formatés dans l'ancien cycle politique, c'est-à-dire le cycle des 60 premières années de notre indépendance, ne seront plus en mesure d'accompagner le cycle qui commence. Le cycle actuel, c'est le cycle de la renaissance, c'est le cycle du renouveau, c'est le cycle d'une plus grande responsabilisation des acteurs politiques qui doivent être beaucoup plus dans le concret, beaucoup plus dans le vrai. Les démagogies, la vision ethnocentriste, le déni des droits de l'homme, tout cela est en train de disparaître. Les dirigeants futurs de la Guinée, qui ne le sont pas actuellement, seront d'un autre mental par rapport à ceux qui existent jusqu'à présent. Monsieur Ba, on sait que les élections présidentielles de 2020 ont été émaillées de violences, des morts, des destructions des biens publics. Est-ce que, selon vous, qui sont les responsables de ces dégâts humains et matériels? Bon, monsieur Oulare, vous savez que depuis l'indépendance, les cycles politiques en Guinée ont toujours été violents, ont toujours été accompagnés par des tueries. Mais cette fois-ci, il y a eu de la particularité. Non, il n'y a eu aucune particularité. C'est une continuité historique par rapport à tout ce qui avait existé. On n'a jamais vu ce genre de violence à Conakry, tout comme à l'intérieur du pays. C'est la première fois. Non, peut-être que vous êtes un peu plus jeune, mais par le passé, il y a eu des violences. Il y a eu d'énormes violences depuis l'indépendance de ce pays. Tous les faits politiques majeurs ont été rythmés dans la tuerie, dans la violence, dans l'imposition du choix ou du désir du plus fort du moment. Et c'est cette façon de concevoir la politique qui va se terminer maintenant. D'accord. On sait que l'élection s'est déroulée dans les tensions. Est-ce que ce n'est pas l'autoproclamation de votre adversaire, je peux dire comme ça, c'est Loudalen Diallo qui n'a pas jeté l'huile sur le feu? Bon, vous savez, ce n'est pas mon adversaire. Il est un responsable politique d'un parti que j'ai connu, que j'ai aimé, pour lequel je me suis investi. Vous avez une adversité?
Bon, ça n'a plus aucune importance. Nous n'avons pas le même chemin. Comme vous avez dit que vous avez tourné la page. Nous n'avons pas le même chemin. Okay. Mais ce qui est dit, par rapport à la violence, quelle est la violence qui est la plus forte lorsque on remet en cause la constitution de la République de Guinée par rapport à quelque chose qui était acté de manière irréversible, que les 2 mandats sont irrévocables, on ne peut pas aller au-delà, que des dispositions soient prises pour sanctuariser des principes et que du jour au lendemain, par un désir de puissance, quelqu'un au pouvoir dit on jette tout ça à l'eau, on recommence, on fait comme s'il n'a jamais existé. Ça, c'est une violence contre le pays. C'est une remise en cause de l'histoire et de la volonté de tout un peuple d'évoluer de manière stable, d'avoir des alternances régulières, rythmées pacifiquement, ce qui n'a pas été le cas. Donc, l'initiative de la violence est, de ce point de vue, partagée, et celui qui assume la responsabilité du pouvoir est de loin le plus responsable que tous les autres, parce que son choix détermine la façon dont se comportent tous les autres. Et Nelson Mandela disait, vous savez, celui qui détient le pouvoir, c'est celui qui imprime d'une manière ou d'une autre la façon dont son opposition va se comporter. Tu es au pouvoir, tu gères correctement, tu respectes les lois, tu mets en avant les principes républicains, les principes démocratiques, mais indirectement, cela induira un comportement plus ou moins analogue à l'opposition. Mais si celui qui est au pouvoir utilise la force, utilise la roublardise, remet en cause systématiquement les principes républicains et le droit, il va de soi, il encourage, il la partage par son opposition ou une partie de son opposition des mêmes pratiques. Et c'est ça qui fait que les pays qui sont dans des situations calamiteuses n'arrivent pas à se relever. D'une part, le pouvoir y perd sa crédibilité, l'opposition y perd aussi sa crédibilité. En d'autres termes, il y a 2 pouvoirs qui cohabitent. Ceux qui ont le pouvoir et les contre-pouvoirs. Et le contre-pouvoir efficace est une nécessité absolue pour que, dans une certaine mesure, que le pays puisse avoir un avenir serein. Regardez le Mali aujourd'hui, ils sont dans une situation compliquée. On va en parler, Monsieur le Président. Donc, on va marquer une courte pause, une manière de faire passer nos obligations commerciales. On revient dans un court instant, Monsieur le Président, pour la suite de cette émission. Retour sur ce plateau de Guinée Buzz avec notre invité de parcours, mesdames et messieurs, c'est M. Bahouri, ancien ministre de la Réconciliation nationale, ancien vice-président de l'UFDG, qui est actuellement président de l'UDRG. Monsieur le Président, on va parler toujours de l'actualité sociopolitique. La page des élections est tournée aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de violence, il y a eu des interpellations. Aujourd'hui, il y a eu la mise en place d'un cadre permanent de concertation. Quel regard portez-vous sur cette plateforme? Bon, nous avons salué en son temps la mise en place formelle de ce cadre de concertation pour un dialogue politique et social permanent. Bon, comme vous le savez, actuellement, le Premier ministre en est le président et un secrétaire permanent a été nommé en la personne de Elhadji Fodé Bangoura. En dehors de cela, aucune autre mesure n'est effective concernant l'opérationnalisation de ce cadre de dialogue politique et social. Dans le décret instituant cette plateforme, il est dit qu'il faut 2 représentants de l'opposition, 2 représentants de la mouvance, 2 représentants de la société civile, c'est-à-dire forces sociales et forces syndicales, un représentant de la présidence, un de l'Assemblée nationale et un de la primature. Donc 9, y compris le secrétaire permanent et le président du cadre. Mais en dehors du président et du secrétaire permanent, les 9 autres ne sont pas encore installés. Donc cela veut dire que le décret n'est pas respecté?
Le décret n'est pas encore devenu opérationnel. Ah, mais comment on peut entamer une activité, lancer une plateforme de ce genre sans que les membres ne soient pas au complet? Raison de plus, je vous renvoie là-bas, raison de plus pour dire que pour nous, le dialogue, comme il est dit, n'a pas commencé. Donc c'est un échec en avant. Non, c'est un faux pas. Considérons que c'est un faux pas, parce que je pense qu'il faut que, de manière responsable, tous ceux qui sont partie prenante de cette dynamique doivent tirer les leçons et rectifier le plus rapidement possible. Parce que fondamentalement, la Guinée a besoin d'un véritable dialogue politique, social, en profondeur et sérieux. Pas pour faire plaisir à un camp ou à un autre, mais le contexte national, le contexte régional, la situation de notre pays exige que nous trouvions les formes les plus adaptées pour que la Guinée puisse négocier le tournant historique sans pour autant se fracasser dans le précipice. Maintenant que Fodé Bangoura a entamé les prises de contact, non, je pense que ça, c'est une parenthèse. Ça n'engage que moi, mais je considère que c'est une parenthèse. Une institution ou un cadre, quel qu'il soit, ne peut pas commencer son travail si dans les textes tels que ça a été édicté, les éléments composant le cadre ne sont pas en place. D'accord. À ce niveau, est-ce que vous avez l'espoir que cette plateforme va aboutir aux attentes des populations? C'est notre souhait que ça puisse servir à assurer et à promouvoir la stabilité, la décrispation et d'une manière ou d'une autre la cohésion entre tous les fils et les filles de ce pays pour nous permettre de restaurer la stabilité et la paix et le processus politique reprendra son cours de manière normale sans pour autant que ce soit ce que nous avons l'habitude de voir, des emprisonnés, des tués, des pleurs et des deuils. Il faut que la Guinée, de ce point de vue, sache en toute maturité trouver les meilleures voies politiques de gouvernance et une pratique politique lui permettant de sortir de cet imbroglio qui n'a que trop duré. Maintenant, comment vous voyez la position de l'UFDG qui pose d'abord des préalables? Je pense qu'il faut mieux demander au président de ce parti ce qu'il en pense. Personnellement, je considère que la Guinée a besoin, dans la phase actuelle, d'un véritable dialogue constructif, sérieux. C'est un manque de volonté d'aller au dialogue. Je ne veux pas donner des qualificatifs à l'attente des autres, mais ce qui est le plus important, le pays a besoin du dialogue. Pas d'un dialogue comme on a l'habitude de le faire ici. Dans la farine. Oui, ou bien signer des accords qui ne seront pas du tout respectés. Il faut faire prévaloir la mise en force des fondamentaux de l'état de droit, des principes démocratiques, pour que ce pays puisse évoluer dans une relative sérénité. Ça, c'est fondamental. Si on ne le fait pas, on risque de tomber dans le précipice comme d'autres pays le sont à l'heure actuelle. Et moi, je ne souhaite pas qu'il en soit ainsi pour mon pays. D'accord, vous avez suivi comme nous, les médias, la tribune signée par les détenus politiques des membres de l'UFDG. Est-ce que ces détenus politiques sont dessus des cadres de l'UFDG qui n'accordent pas beaucoup d'importance à leur incarcération? Non, là, ce que vous dites n'engage que vous. Mais ce que je considère, qu'ils sont tout à fait... Mais ça a provoqué des trollés, hein? Non, ils sont tout à fait libres. Et je saluais leur initiative de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent de la situation nationale et de leur souhait de voir le pays s'orienter vers un dialogue politique, social, constructif, permettant de dénouer les facteurs de crise qui enchaînent la Guinée. Et ça, je trouve que c'est tout à fait responsable et je partage ce point de vue et je considère que c'est courageux de leur part et je leur tire le chapeau. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, il paraît les signes de la réconciliation, d'apaisement des climats sociopolitiques sont visibles avec la libération de certains prisonniers politiques, à l'occurrence Aboubacar Diallo-Di Grenade, Madik Sans Frontières, et entre autres. Comment vous voyez tout cela? Bon, vous savez que déjà, avec le chef de file de l'opposition,
on avait remis au mois de mars un mémo où explicitement nous avions indiqué les éléments susceptibles d'encourager. Ou bien en tant que membre de la cellule, du cabinet du chef d'État? En tant que membre du cabinet et en tant que politique, de toutes les façons. On ne va pas faire quelque chose avec une casquette et faire le contraire avec une autre casquette. Ça nous a engagés et nous avons fait cela pour déblayer le terrain pour une véritable concertation nationale dans ce pays et pour éviter tout ce qui peut nous amener dans les profondeurs d'une crise politique majeure. Donc, la question de la libération des détenus politiques était un des points et d'autres aspects, la question des frontières, la question du vivre ensemble, les questions des rigidités structurelles de l'économie, etc., etc. Donc, tous ces points ont été énumérés. Bon, en ce qui concerne les détenus politiques, nous avons eu le privilège d'aller leur rendre visite à la maison centrale. Nous avons fait un mémo à la suite de cela. Comment vous avez trouvé leur moral, le moral quand vous les avez rendus visite? En tout cas, ils étaient heureux que nous ayons pu aller les voir. Ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas oubliés et que d'autres, avec les moyens de bord, essayent de tout faire pour qu'ils puissent recouvrer leur liberté. Et par la suite, de manière perlée, certains ont eu leur libération. Il y a 31 personnes qui ont bénéficié d'un non-lieu. Il y a eu d'autres qui ont été condamnés et qui ont été graciés. On souhaite que cela se poursuive le plus rapidement possible pour nous permettre de résorber ce passif de tout ce qui concerne la crise politique de ces 2 dernières années. D'accord, je reviens sur les propos de Madic Sans Frontières qui dit avoir appris beaucoup de choses en prison et qu'il souhaite d'abord mettre de côté la politique. C'est presque le même propos que Aboubacar Diallo dit Grenade qui annonce même sa démission de l'UFDG. Comment vous voyez tout ça là? Est-ce que c'est des manœuvres du pouvoir pour canaliser tout ce qui veut faire sortir la tête dans l'eau? Non, la plupart. Premièrement, ce sont des jeunes personnes avec une expérience relativement limitée. L'épreuve qu'ils ont subie peut-être leur a permis de mûrir davantage et de comprendre un certain nombre de choses qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ou qu'ils négligeaient par le passé. Vous savez, les épreuves les plus dures, ce sont les épreuves qui vous enseignent le plus sur vous-même et sur les autres. Donc chacun en tire une conclusion et ça lui indique le chemin à suivre pour se reconstruire à l'avenir. D'accord. Aujourd'hui, on assiste encore à la création d'une nouvelle coalition dirigée par Dr Ousmane Kaba. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous faites partie de cette coalition? D'abord, nous avons fait une coalition, la Convergence pour la renaissance de la démocratie en Guinée, depuis le 9 juin dernier, qui a en son sein 18 partis politiques agréés et donc nous en sommes partie prenante. Donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, bon, j'avais déjà dit à Dr Ousmane Kaba, je ne vois pas la nécessité de multiplier les plateformes d'alliance. S'il n'y a pas d'antagonisme majeur, il est bon d'être ensemble pour être plus fort. Mais on est dans un environnement multipartite. C'est tout à fait normal que tout le monde ne soit pas dans la même organisation. La compétition n'exclura pas la coopération. C'est cette intelligence qu'il faut inclure dans nos pratiques actuelles pour que les gens se rendent compte. On peut ne pas être ensemble, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas coopérer par rapport à des choses qui peuvent concerner l'intérêt de notre pays, qui transcendent nos individualités propres, aussi bien les individualités de nos partis politiques. D'accord. Est-ce que cette coalition n'a pas l'image du FNDC? Quelle coalition? La nouvelle coalition qui vient de naître. Il y avait la société civile, il y avait des partis politiques, mais malgré tout le combat,
le vieux, quand je dis le vieux, Alpha Condé a pu atteindre son objectif? Bon, vous savez, c'est difficile, lorsque quelque chose se met en place, c'est difficile d'emblée de dire comment il sera dans l'avenir. En ce qui nous concerne, puisque je préfère parler de la convergence pour la renaissance de la démocratie en Guinée, avec comme président du comité exécutif Elhadj Mamadou Sylla, le président de l'UDG, nous allons travailler de telle sorte que cette alliance puisse répondre de manière efficace à l'attente des populations guinéennes dans une démarche d'une opposition réelle, combative, responsable, constructive et qui va essayer de faire en sorte que tous les impairs que nous avons connus par le passé, qu'on puisse les éviter. C'est un enjeu et c'est un défi que nous nous lançons à nous-mêmes. D'accord, on va revenir à la maison. Si je dis à la maison, ça c'est la maison de l'opposition parlementaire. Cette expression s'opposer autrement, quelle explication avez-vous à donner à cette expression? Non, vous savez, récemment, le président de la République a écrit un livre, Gouverner autrement. Ah ouais. J'avoue que depuis très longtemps, même en 1987, Oui. j'avais écrit un essai politique où je l'avais intitulé « La Guinée autrement » en 1987. Donc le vocable « gouverner autrement », c'est le président de la République s'opposer autrement, c'est-à-dire il faut repenser la manière de faire de la politique jusqu'à présent. Il faut changer de méthodologie, il faut changer de méthode, changer de discours et être beaucoup plus en relation avec les citoyens pour répondre à leurs attentes et à leurs aspirations. C'est en cela qu'il faut être différent de ceux qui sont en politique. Ils sont prêts à utiliser tous les moyens sont bons pour parvenir à leur fin, comme dit Machiavel. Tous les moyens ne sont pas bons pour parvenir à ces fins. Bien entendu. Il y a des gens qui croient que tous les moyens sont bons pour arriver. Et en politique, il faut faire prévaloir une éthique, il faut faire prévaloir une démarche avec déontologique, il faut faire prévaloir le sentiment altruiste et une vision universelle des hommes et des femmes et ne pas aller dans le sens d'une ethnostratégie qui ne peut qu'accoucher que le désastre. Parce que comme disent les uns, lorsque tu conquiers le pouvoir au bout de l'épée, tu risques de le perdre par l'épée. Et nous voulons que les choses changent. Est-ce que c'est pas Mamadou Sylla n'est pas victime de ce langage aujourd'hui? S'opposer autrement, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas invité à l'aéroport pour la réception des présidents. Ensuite, le budget est bloqué. Pour vous, qu'est-ce qui bloque? Non, c'est difficile de se mettre à la tête de ceux qui gouvernent, mais le blocage du budget répond d'abord à une réalité objective. L'année 2020 est maintenant, le pays a été pratiquement mis en faillite, si je peux m'exprimer, financièrement. Ok. Avec les élections et tout est mêlé dedans. Et donc, les recettes ne sont pas suffisantes pour faire face à des dépenses de plus en plus importantes. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque on a habitué la gouvernance à ne pas respecter la loi, parce que le budget, c'est quelque chose, c'est la matérialisation sur le plan financier de la loi des finances. Qui dit loi de finances, dit la loi, c'est la loi d'abord. Et donc, il doit être appliqué et exécuté par le pouvoir en situation de responsabilité. Si ce pouvoir refuse d'appliquer la loi, il est dans le cadre de la mauvaise gouvernance que nous critiquons et que nous dénonçons. Le budget du chef de file de l'opposition n'était pas prévu dans le budget annuel? Non, c'était prévu dans le budget annuel. Mais qu'est-ce qui bloque?
Non, je vous ai dit, d'une part, les ressources sont insuffisantes, d'autre part, celui qui dit payer ou ne pas payer en fait une affaire personnelle. Maintenant, quand le président de la majorité parlementaire du RPG Arc-en-Ciel, je parle de l'honorable Ali Kaba, quand il dit que ce budget a été suspendu depuis la 8e législative, que parce que celui qui occupait ce poste, je fais allusion de Selouda Diallo, n'a pas utilisé ces fonds de chef de file de l'opposition comme ça se doit. Mais de quel droit, Monsieur Kaba? Ils disent qu'il a utilisé pour des fins de non, attendez. Des manifestations. Les propos de Monsieur Kaba n'engagent que Monsieur Kaba. Okay. Deuxièmement, il y a des principes républicains qui sont au-delà des personnes. Une loi restant la loi, lorsqu'un budget à travers la loi de finances a été voté par l'Assemblée nationale, ça devient force de loi et le gouvernement est tenu de respecter et de faire exécuter le budget en conformité avec la loi. Peu importe maintenant si la tête de tel plaît à tel autre, c'est cette vision à géométrie variable des décisions qui font que cette Guinée ne marche pas. On fait tout selon la tête de la personne, alors qu'on doit agir en conformité avec le droit et avec les règles. Donc, Mamadou Sylla est en porte-à-faux alors avec le président de la République. Est-ce que ce n'est pas ça que vous voulez dire par là? Bon, là, je suis sûr que... Parce que c'est ça que lui dit. Il dit que le président n'a pas d'expérience, il n'écoute pas ses conseillers. Donc, aujourd'hui, peut-être, il se trouve dans le mauvais, c'est-à-dire dans le mauvais esprit du président. C'est ça qui fait que son budget est bloqué. Bon, peut-être vous avez une explication. Ok. D'accord. Monsieur le Président, aujourd'hui, vous voyez l'échiquier politique guinéen. Quelle analyse faites-vous pour aller ou dire, quelle solution proposez-vous pour aller au dialogue le plus vite que possible? La balle est du côté du pouvoir. Il faut mettre en place le cadre. D'abord, lorsque le cadre sera mis, très rapidement, à partir de là, les dynamiques permettant au cadre de pouvoir fonctionner, s'ils sont mis en place, ça permet immédiatement d'aller dans le sens de la mise en place des mécanismes permettant d'organiser valablement et concrètement le dialogue politique et social. C'est urgent parce que on n'est pas là pour régler tous les problèmes de la Guinée, mais il y a des problèmes, s'ils ne sont pas réglés, peuvent amener le pays vers l'explosion. Donc il faut régler ça et à partir de ce moment-là, si on passe le cap, il se pourrait que l'existence de ce cadre ne soit plus nécessaire. D'accord. Quelle analyse faites-vous du comportement de Embalo depuis sa venue au pouvoir envers le président guinéen? On peut aussi demander que pensons-nous de l'attitude des autorités guinéennes vis-à-vis de la Guinée, des autorités de la Guinée-Bissau. On ne voit pas les sorties de Embalo, la manière dont Embalo fait des sorties. Alpha Condé ne fait pas des sorties comme ça. Bon, vous savez, déjà il y a un contentieux. Quel est ce contentieux? Ce contentieux, la Guinée a été proposée par la communauté de la CEDEAO pour être le médiateur en ce qui concerne les conflits politiques en Guinée-Bissau. Et durant cette période, certaines forces, disons, politiques de la Guinée-Bissau ont estimé que les autorités de Conakry avaient un parti pris en faveur du PAIGC. Et donc, le contentieux est né de cela. D'accord, PAIGC, c'est le parti d'Embalo. Non, ce n'est pas le parti d'Embalo, c'est le parti de l'adversaire d'Embalo en Guinée-Bissau. Et le PAIGC, c'est le parti historique aussi. Mais tous ces dirigeants actuels de la Guinée-Bissau étaient peu ou prou membres du PAIGC avant que le parti ne s'effrite en plusieurs fractions. Donc, c'est l'une des raisons, c'est cela. Et lorsqu'il y a eu les élections en Guinée-Bissau, les autorités de Conakry étaient celles qui ne voyaient pas d'un bon œil l'arrivée d'Embalo au pouvoir. Donc, cela a conditionné... Mais est-ce que cette haine-là peut continuer jusqu'à aujourd'hui?
Moi, je pense qu'il faut dépasser cela. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les circonstances me le permettront, aussi bien aux uns et aux autres, c'est-à-dire aux autorités guinéennes qu'aux autorités de la Guinée-Bissau, l'intérêt de la sous-région, c'est d'aller dans le sens d'une stabilisation, d'une normalisation, d'une coopération. On peut ne pas aimer tout le monde, mais lorsque vous êtes à la tête d'un pays, vous agissez et vous dirigez pour l'intérêt de millions et de millions de vos concitoyens qui peuvent être de part et d'autre de la frontière. Nous devons faire preuve de maturité, nous devons oublier nos propres existences et mettre en avant l'intérêt de nos populations et l'intérêt de la sous-région qui doit être une région de prospérité et de paix et de stabilité, parce que sans cela, rien ne sera possible. D'accord, Monsieur le Président, vous êtes un leader politique très expérimenté et très reconnu sur l'échiquier politique guinéen. Aujourd'hui, comment vous voyez dans les pays limitrophes, comment les pouvoirs sont arrachés, je parle du Mali, et comment vous voyez encore la condamnation de Guillaume Soro, qui était pourtant l'un des compagnons du président Ouattara? Bon, notre Afrique de l'Ouest est empêtrée dans de multiples difficultés. Et cette réalité devrait amener dans chaque pays les classes politiques à prendre conscience des dangers qui nous guettent nous tous. Ce n'est pas une situation spécifique au Mali ou à la Côte d'Ivoire ou à quelqu'un d'autre. La région ouest-africaine est menacée par de multiples défis qui peuvent remettre en cause l'intégrité territoriale des États, leur viabilité et la vie de millions et de millions d'individus. C'est ça qu'il faut mettre premièrement en exergue. Et donc, il y a une crise de la gouvernance qui se manifeste différemment d'un pays à un autre. Il y a une désaffection de la politique par la majorité des populations parce qu'ils ne voient pas de manière concrète des politiques tournées vers la réalisation des aspirations fondamentalement des populations. D'où maintenant des gens qui sont prêts à s'entretuer pour la conquête du pouvoir sans apporter une valeur ajoutée positive dans la gouvernance. Donc ça fait des crises perpétuelles. Ça c'est le Mali est dans cette situation depuis plus de 20 ans, 30 ans. Est-ce qu'il n'y a pas une main noire derrière? Il n'y a pas une main noire, mais la crise malienne ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu un déficit de gouvernance, un déficit de légitimité et un recul, disons, de la prise en compte par les élites politiques de l'attente et des besoins de l'écrasante majorité des populations maliennes. Et donc, c'est devenu la politique une affaire de carrière pour être en position, pour bénéficier des privilèges et des avantages, au lieu d'être là pour servir le pays, servir les populations. Et devant le vide, d'autres forces à caractère autre, mais que ce soit des forces sociales ou des forces religieuses, ont pris le terrain et ont d'autres projets qui remettent en cause la conception de l'État tel que nous le connaissons jusqu'à présent. Et ça, c'est un problème. Le cas malien n'est pas un cas isolé. Si nous continuons à évoluer comme nous évoluons maintenant, ce qui se passe au Mali peut se répéter ici et peut avoir un effet amplificateur très grand. Par rapport à M. Soro, avant même qu'on ne connaisse tout ça, personnellement, j'avais dit, il faut savoir faire preuve de patience en politique. D'accord. Donc pour vous, Guillaume Soro est allé trop vite en besogne? Il est allé trop vite. D'accord. Il est allé trop vite en besogne. Il aurait pu prendre son mal en patience de son poste de président de l'Assemblée nationale. Il aurait pu essayer d'avoir une neutralité par rapport à ses aînés qui sont dans une autre dimension et prendre son mal en patience. S'il avait fait ça, aujourd'hui peut-être qu'il serait incontournable au niveau de l'État ivoirien. Mais malheureusement, il a montré très tôt un grand appétit pour la conquête du pouvoir
et certains ne vont pas lui faciliter la tâche. Est-ce que vous attendez quelque chose du président Ouattara? C'est-à-dire, vous savez, actuellement la Côte d'Ivoire, tout comme la Guinée, traverse une période, une crise sociopolitique. Est-ce que vous attendez, par exemple, à une grâce de la part du président Ouattara pour la décrispation de la situation? Je dois dire que la Côte d'Ivoire est de loin plus avancée que la Guinée par rapport à une dynamique de décrispation. Vous avez vu le retour triomphal du président Gbagbo. Oui. C'est une étape extrêmement importante dans la dynamique de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Et j'espère et je souhaite que tous les acteurs ivoiriens, au-delà des péripéties de leur passé, mettent en avant l'intérêt du supérieur de la Côte d'Ivoire pour faire que cette génération qui a atteint un certain âge puisse partir en réconciliant tous les Ivoiriens et en mettant leur pays à un niveau tel que le retour du passé ne soit plus possible. C'est le souhait que je formule pour la Côte d'Ivoire, pour que ce pays, qui est l'un des pays les plus prospères en Afrique de l'Ouest, puisse être toujours en paix et dans une dynamique de croissance, aussi bien pour les Ivoiriens que pour nous autres. Monsieur le Président, on est pris par le temps, mais un mot sur Guinée Buzz que vous suivez dans vos activités, la télé, les émissions. Quel regard portez-vous sur cette chaîne Web TV guinéenne? Non, ce que je dois dire, je salue toutes ces initiatives, cette explosion de volonté dans les médias, que ce soit les médias classique avec, disons, une installation physique, que ce soit la Web TV, un peu partout. C'est pour dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce que vous faites, l'information se démocratise le plus largement possible. Ce qui se faisait hier n'est plus possible aujourd'hui. Et donc, ce que vous faites peut avoir une importance plus importante que l'Office national de la télévision. Donc c'est pour dire qu'il y a une créativité, il y a des innovations, il y a un apport nouveau, il y a un public qui va au-delà du public national. Je pense que la Guinée est en train, de ce point de vue, de changer. Les esprits sont en train d'être progressivement plus ouverts, plus matures, plus responsables, et c'est comme ça que j'espère que les dynamiques de changement sont en train de se mettre en place avec, bien entendu, cette explosion des réseaux sociaux, des médias, Web TV et autres. Donc félicitations, vous êtes en train de faire quelque chose de très important pour le pays et pour son avenir. D'accord, un appel à l'endroit de vos militants et sympathisants. Je suis... L'UDRG doit être à la place que l'UDRG doit être. Notre objectif est d'ici la fin de l'année d'être l'une des principales formations politiques de ce pays, en termes d'organisation, en termes de qualité du travail, en termes d'innovation dans les idées et dans la démarche. C'est l'objectif que nous nous fixons, parce que 2022 viendra avec d'autres enjeux et je souhaite que l'UDRG, avec ses militants qui sont éparpillés un peu partout à travers le monde, puisse être à la hauteur de la mission qui est la nôtre pour l'intérêt de notre pays. D'accord, c'était le mot de la fin de notre invité, M. Bahouri. Merci de l'avoir suivi un peu partout où vous êtes dans le monde. Merci de l'avoir suivi. Merci aux cadreurs Mbemba Bangoura et Mohamed Bangoura. À vous, téléspectateurs, merci de votre patience. On se reprend très prochainement dans cette émission, l'invité de la semaine qui est la vôtre. Au revoir.